Loin d'Alger. Roman de Belka. Exergue de Leclésio. La tante Catherine accueillait toujours Jean avec le même rite. Elle entr'ouvrait la porte sans rien demander et elle retournait à sa cuisine pour surveiller le pain perdu. Révolution Jean-Marie Gustave Leclésio. Ce roman a connu les avatars suivants: Toile épistolaire, Dernière utopie, Bonheur lointain, et maintenant Loin d'Alger. L'histoire qui va suivre n'est ni une biographie, ni un manifeste politique, il s'agit d'une pure fiction. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou des villes et villages de notre planète ou du cosmos, à supposer l'existence d'une vie extraterrestre, ou avec des faits réels, anciens, contemporains, serait bien entendu un pur hasard. Préambule. La radio vient d'annoncer l'heure, 8 heures. En même temps, elle réveille un dormeur, il ouvre les yeux, c'est le week-end. Mais il n'est pas question de se donner un bonus, une grasse matinée. Surtout qu'il a bien dormi. Le journal de la matinale radiophonique s'interrompt brusquement. Une alerte affolante pour enlèvement d'enfants se déclenche. Un air de Wagner l'accompagne. L'occupant du canapé-lit jette sa couette, il s'étire, il dégage sa tête, il rehausse l'oreiller et se met sur ses 2 coudes, il allonge le bras gauche, allume la veilleuse, une LED basse consommation. L'effrayante alerte vient de l'ébranler, il tremble et se met à claquer des dents. Aussitôt l'image d'une fugue, sienne, lui revient. La bobine des souvenirs se déclenche, il avait 7 ans. Inscrit en seconde année dans l'école primaire de son village de Crète, méditerranéen, il déserta sa classe parce que sa maîtresse l'avait grondé. Elle le traita de rat des champs. Le sobriquet lui déplut, il profita de l'absence de l'institutrice, allé dans la classe voisine, chez monsieur Cadaberc, le bon directeur, pour déguerpir. La maîtresse d'école eut très peur à la découverte de cette farce. Comme un diable rusé, il se cacha derrière un buisson recouvert d'une neige abondante. Comme il portait une blouse blanche, il se confondait avec le paysage, et mademoiselle Souade ne vit que du feu quand elle tenta de le rattraper. Où passa son petit écolier, qu'elle aimait bien pourtant. Maintenant, perché sur une branche chargée de neige, il glissa aux pieds de mademoiselle Souade, qui en fut soulagée. Le petit chenapan confus s'excusa. Doté de bonne volonté, il se désigna volontaire pour nettoyer la classe en fin de journée. Excuses acceptées, devant une telle scène attendrissante, mademoiselle Souade ne crut ni ses yeux ni ses oreilles en train de geler à cause de la température avoisinant le 0 degré Celsius. Elle l'interrogea. « Serais-je en train de rêver? D'où viens-tu? Serais-tu un homme volant, peut-être un magicien ?» N'importe. L'essentiel, le rat des champs sain et sauf, nulle vile sorcière des neiges, ou Teriel, l'ogresse redoutable des contes de la tradition locale, ne l'avait mangé cru. L'essentiel, il rentrerait vivant et le corps chaud chez ses parents, ses tantes, ses oncles, ses frères et sœurs, ses grands-parents. En d'autres circonstances, la maîtresse l'aurait puni. Il aurait recopié 100 fois cette phrase. « Je ne dois pas quitter la classe sans la permission de mes instituteurs, mes institutrices et mes bons parents. » Mais elle le saisit délicatement par la main gauche et le ramena à bon port. Là-bas, les bûches du poêle crépitaient, leurs flammes offraient un spectacle féerique aux écoliers, aux écolières.
Le feu de bois faisait éclater ses bobèches. Maintenant mademoiselle Souade positionna le fugitif à sa place. Puis elle lui ordonna d'attendre son tour, avant d'aller se réchauffer les pieds et les mains devant le poêle flambant neuf. À présent, le dormeur ne sait comment tout s'est accéléré. Il a stoppé la bobine des souvenirs. Cette fugue lui a été bénéfique, voire salvatrice. Elle l'a remis sur le droit chemin. Elle lui a transmis l'esprit d'équipe et la nécessité de respecter les règles communes du vivre ensemble. La bobine en arrêt, il ne lui reste qu'à vivre le moment présent. Il prend sa douche et dit au revoir à sa femme qui dort dans la chambre à coucher, puis il sort et monte dans le bus 68. 7 minutes après, il descend, place de l'Opéra. En ce dimanche calme de ce 13 septembre 2020, notre dormeur effrayé par la tragique alerte de la matinale radiophonique, ce dormeur désormais loin de chez lui, ce Parisien, est en train de contempler soulagé le bleu du ciel, un bleu net, sans nuages. Ce matin, la nature offre à la ville lumière une journée supplémentaire de beau temps. À 100 mètres de la rue du 4 septembre, Jean ne pense à rien. Jean, ou Cassie Jean, de son prénom international. Assis sur une chaise tressée, à l'osier de Coléa, de chez les artisans de Mokrane Matout, il vient de finir son thé dans ce bistrot du 18 avenue Victor Hugo, en face de l'Opéra. C'est dimanche, Paris est calme, pas grand monde jusque-là. Le virus invisible, doté d'une grande vitesse de propagation, freine tout, à commencer par l'habituel commerce du verbe, les afterworks, les entrevues amicales, familiales, amoureuses, voire les déjeuners ou dîners d'affaires. Tout le monde porte un masque de protection. Une nouvelle humanité en termes d'esthétique est en train de prendre forme. Jean, depuis 2014, atteint d'un début de claustrophobie, évite les endroits clos. Et ce bistrot, le Croquino, pourvu d'une table unique de plein air, lui va bien. Une table à 2 chaises. Courageux celui qui voudrait se joindre à notre Parisien pour sûrement fumer une cigarette. Depuis juillet dernier, il vient ici se réveiller en douce, chaque samedi, chaque dimanche. Se réveiller en douce, prendre un café allongé, sans vis-à-vis, et dans le calme. Juillet. Avant de choisir le Croquino, il a d'abord fréquenté une boulangerie près de son adresse, rue Lorpic. Là-bas, il a mesuré l'inconfort des lieux. Une forte brise souffle de bon matin. Une solution inadéquate se présente à notre Parisien. Se replier à l'intérieur de l'établissement. Parade inenvisageable en cette crise sanitaire anxiogène. Alors Jean, quelques jours plus tard, dénicha le Croquino, ce havre de paix. Mais au cours de la première semaine rue Lorpic, il avait fait une rencontre d'un couple, Carla, scénariste, et Mac, auteur du Souffle du Zéphyr, un recueil de poésie bien reçu par le public. Il s'avère que ce sont ses voisins. Maintenant, Jean, à midi pile, doit rentrer chez lui sur les hauteurs de Montmartre. Il rentrera à pied. En haut de la rue des Martyrs, sa femme lui envoie un SMS. Il doit acheter 2 baguettes de la tradition française et son hebdomadaire satirique. Jean, après 15 ans de vie en banlieue, a trouvé un point de chute à Paris intramuros depuis 6 ans. Cela coïncide avec son mariage. Exergue de Yasmina Khadra. Je me disais que si le monde s'était mobilisé tout de suite pour soutenir l'Algérie,
livré à ses rejetons sanguinaires, il aurait déjoué les projets du terrorisme international et étouffé dans l'œuf cette effroyable pandémie en train de dévaster nos rares îlots de quiétude. Mais on a laissé faire l'horreur, et l'horreur est partout aujourd'hui, jusque dans nos écoles, jusque sur les terrains de foot improvisés dans les rues. Le baiser et la morsure, Yasmina Khadra. Partie 1. Un repas délicieux. Chapitre 1. Jean se parlait avec un large sourire. Tout finit par arriver quand on patiente. Il était arrivé quoi à Jean? Une promotion au bureau? L'accord d'une bien-aimée pour échanger la bague des fiançailles? C'est vrai. Il courtisa Kat pendant plus d'une année. Serait-ce celle-ci qui finit par lui ouvrir son cœur? Il se pourrait aussi que ce soit Kenza, sa nouvelle voisine au Clos du Prince, qui lui aurait ouvert ses appartements. Allez savoir. Oui, Jean ne cessait de se parler pendant une semaine chaque matin, devant le miroir de la salle de bain. Tout finit par arriver pour celui qui sait patienter. Ce fut au cours de cette période euphorique qu'il vint frapper à ma porte. Je lui ouvris, il m'invita. Une fois chez lui, il me servit un verre d'eau et me dit « J'ai pu la convaincre de venir habiter chez moi. Elle a peur de notre voisine l'Algéroise. Tu connais la jalousie féminine. » Puis mon portable sonna. Ma femme arrivait à la gare du train. Je devais la chercher, car les bus refusaient de circuler, par solidarité pour leur collègue Momo, agressé par une passagère bipolaire. À ma surprise, je vis Jean, mon voisin, accompagner le proche lendemain notre voisine Kenza dans le salon des chats et des chiens. Et j'en sus un peu plus quelques mois plus tard, quand il décida de m'élire comme son auditeur de confiance. Il allait me raconter semaine après semaine ses 10 années ou plus, passées au Clos du Prince, à travailler entre Paris et sa banlieue, en prenant le train de lundi à vendredi, le train Éole, qui traverse le pont de Nogent. Il m'élisait comme son auditeur sur lequel il comptait déverser les minutes de sa vie de banlieusard très heureux. Il me parlait ravi de tourner cette page maintenant que l'élu de son cœur et lui avaient trouvé un terrain d'entente pour vivre sous le même toit. Puis il me disait que, au bout du compte, il s'installerait à Paris bientôt. Où exactement? À ma question, il se leva, il ouvrit une commode, il en retira un cahier à spirale, puis il me le tendit. Tu trouveras la réponse à ta question dans ce cahier, où j'ai condensé 15 ans de ma vie de sage célibataire. Je tentais de réaliser l'archétype de l'homme de bien de Rousseau, pour qui la solitude est le paradis de l'homme de bien. Je pense que je fus plutôt l'archétype de l'exilé qui ne dit pas son nom. Un exilé traumatisé qui ne se réveilla que tardivement, vaut mieux tard que jamais, dit-on. Oui, dis-je, le proche lendemain de la réception du cahier à spirale, comme dit précédemment, Jean au Clos du Prince, notre quartier. Oui, dis-je, Jean au Clos du Prince, accompagnait notre voisine Kenza, au salon, niche des 101 chiens de Valérie. Salon pour la toilette de nos chats et chiens. À noter que ce quartier appartenait à une commune élevée au statut de ville fleurie. Comme la jolie fille devait attendre, il entra au bar-tabac de l'allée des Sommières pour son dernier paquet. Enfin, il arrêterait de son gré de l'allée des Sommières
pour son dernier paquet. Enfin, il arrêterait de son gré, sans nul suivi médical. Quand la jolie fille, sa nouvelle voisine, sortit, elle le vit en train de s'engouffrer dans une bouche de métro du 32 rue de la Marnière. Sur le quai, il fuma sa dernière cigarette. Furieuse, Anna, la boulangère, lui reprochait son incivilité. Bien sûr, elle le taquinait. Vite, il lui expliquait tout, comme quoi c'était fini, entre elle et lui, après 17 ans d'accoutumance. Anna, clouée devant le déballage du garçon, n'était pas du tout intéressée par l'écoute du fumeur repenti. En tout cas, elle finit par le remercier. À son tour, Jean reconnut sa faute. En cet après-midi de fin de semaine, il s'apprêtait à quitter sa ville fleurie pour flâner à Paris par le train rapide. Ce soir, ce serait le grand jour. Une fois son caniche passé au peigne fin à la niche descend un chien de Valérie, la jolie fille ouvrirait à Jean son appartement du second étage. Une construction moderne, multimédia, le numéro 12. Cela faisait 6 mois qu'il jouait au chat, à la souris. Cette fois-ci, elle avait dit oui. Apparemment, lui avait hâte de respirer les odeurs de la succulence du charme en train de taper à sa porte. Jusque-là, il courtisait Kat, qui lui faisait voir de toutes les absurdités. Et puis tout cela se tassa, une jolie fille. Sa nouvelle voisine arrivait, et qui l'invita chez elle. Me voilà au chapitre 2 du cahier à spirale de mon voisin. Ce chapitre rapporte une fin de semaine au cœur de Paris. Jean s'apprêtait à rentrer au Clos du Prince, son domicile, par le train rapide. Mais il ne faut pas comprendre qu'il courait quand il ne travaillait pas les jours de repos. En général, il exécrait de sauter dans un train les week-ends. Les transports en commun l'épuisaient pendant les 5 jours de ses rendez-vous avec le bureau du lundi au vendredi. Quand il le pouvait, il s'en passait. Il restait à la maison dès que possible pour relire sa correspondance. Pour relire sa correspondante. Il lui répondait en soignant ses phrases, il lui répondait en s'aidant des manuels de conjugaison et de grammaire, il s'aidait aussi du fidèle dictionnaire. Comme il puisait dans sa corbeille lexicale privée. Dictionnaire. Comme il puisait dans sa corbeille lexicale privée. Il traça, dès le départ, à Mona, sa correspondante, la genèse de ses textes. Pourtant, elle ne lui avait rien exigé. Par ses précisions, il cherchait à la mettre en confiance. Je pars d'événements saillants, de visages réels. En italique. Je pars d'événements saillants, de visages réels. Après avoir lu votre 6e mail, j'ai tenté de vous rendre la monnaie. J'ai écrit 15 pages d'un trait. J'y évoque la poupée. J'y évoque la poupée de la cité des fées ou le château des livres. Au départ, c'était vous. Elle vous ressemble. Comme je ne vous connais pas encore, je la forge, la construis, et lui colle un profil variable, malléable. Je cours sur ses traces et lui parle à cœur ouvert. Je lui tends la main, des fleurs sans épines. Je lui ouvre les portes de mes univers, lui offrant un joli bonnet orange de chez Robe Caline,
Je l'apprivoise, l'invite pour le thé, des gâteaux sans amande. Et des gâteaux aux amandes. La cachant dans ma maison, sise l'oasis du jujubier, le monde de mes beaux rêves, je lui présente mes voisins, encombrants et généreux. Le naufragé de la nuit, le marchand de tartelettes, le photographe de coquillages, le chasseur de têtes, le chat, qui a toujours de beaux yeux, et bien d'autres encore. Parfois, un chapitre l'oublie. Des ombres l'effacent à cet instant, moi, éclipsé avec elle. La routine reprend son cours habituel sans moi, sans vous, et sans la poupée de la cité des fées, votre sosie, ou la nouvelle enfant de mes songes, que je malmène, au gré de mes humeurs. Quand elle appelle au secours, je sais la protéger. Fin de l'italique. En plus de jouer avec les lettres et de taquiner Mona, Jean se donnait un malin plaisir à rester à la maison les week-ends. Il en profitait pour écouter la radio des heures interminables. Il se reposait, il respirait l'air frais des bois et se débarrassait de ses ondes négatives, malgré les caprices de sa dulcinée, Kat, en train de le bouder. L'optimisme de Jean ne prenait pas une ride. Maintes journées, il était rentré chez lui au moment crépusculaire ou bien à la nuit tombée. Le même rituel l'accaparait. Chaque nuit, il se sondait. Il lisait, il écrivait, il se divertissait, il s'évadait, il rêvait. Le rideau tombait sur sa nuit. Le jour se levait. Il se réveillait, songeur à peine debout. Jean sautait du lit. Il se servait un verre d'eau, en se regardant dans un miroir. Un reflet effroyable lui faisait face, son visage triste. Il méditait dès l'aube. Il prenait le bus puis le train, sans avoir pris son petit déjeuner. Pourquoi ne mangeait-il rien? C'est simple. Il se hâtait pour être dans le train, au même siège du même wagon. Là-bas, il écrirait en étant encore enveloppé d'un sommeil qui persistait. Dans sa page matinale concoctée par son crayon, il visualisait des scènes merveilleuses. Jouer aux boules de neige, les mains protégées par des gants chauds, marcher sous une pluie battante, équipé d'un parapluie, écouter le vent, la grêle et le tonnerre, sous une couette de coton, savourer des musiques potagères au salon du goût de l'art, acquérir enfin le livre tant admiré sur les étals des libraires, survivre au premier chagrin. Au merveilleux sublime, la page de Jean opposait le désagréable, le tragique, comme tomber sur des bébés abandonnés dans une boîte à chaussures, rater son entrée dans une classe supérieure, croiser des enfants au visage couvert d'hématomes et de plaies, quitter son poste à cause d'un chef ambitieux, être pris pour un évadé de prison au cours d'un contrôle de police musclée, assister à la relégation d'une langue populaire vivante au rang de langue morte par la République des anciens bornés. Entre le merveilleux et le tragique, sa plume intercalait des habitudes, comme le déjeuner pris par Jean entre midi et 14 heures dans une cantine bien équipée. Sans celle-ci, il serait resté affamé. Pourquoi? Il n'avait pas l'habitude de manger dans la rue sous le regard des mendiants.
La page de Jean se rebelle, disait-on, notait son côté naïf. Cette naïveté l'aurait amené à briser un mouvement estudiantin. Sans se rendre compte, il fut un pion innocent. Mais il fut, si j'ose dire, loin d'être désintéressé. De telles trahisons sont en général la marque de fabrique des services secrets. Serait-ce un faux débat ? Redonnons à la liberté de penser ses lettres de noblesse. Pour être plus précis, Jean puisa cette page dans une scène de fac. Lors d'une assemblée générale, les étudiants menaçaient de paralyser l'économie nationale par une grève générale. Mis au courant, le recteur lui paya un voyage linguistique à l'étranger. Cette faveur était conditionnée. Jean, respecté de ses camarades, devrait brouiller les pistes à la coordination des étudiants. De la coordination des étudiants. Me voilà au chapitre 3 du cahier de mon voisin Jean, qui se rendit compte, tandis que son train traversait le pont de Nogent, que la communication s'établit par des ordonnances autoritaires chez certaines familles. En réalité, il pensait à sa propre famille de son village natal en Kabylie. Pour demander aux enfants de faire des courses, ramasser et trier les olives, les figues, la caroube pour nourrir le bétail, ou de participer aux vendanges, les parents les faisaient se lever très tôt. Ils se munissaient d'une panoplie de sobriquets, comme quoi leurs mômes étaient des bras cassés. À la moindre occasion, les gamins recevaient une gifle. Ces lignes faillirent détourner Jean de la récession économique rapportée par « votre budget », un mensuel spécialisé. En face de cette crise, la jolie fille chercha fortune ailleurs. S'ensuivit un exil forcé. Ne serait-ce pas une fuite en avant, en bonne et due forme ? Une fois en exil, elle vit renaître un réel espoir au bout de sa traversée périlleuse. Cet espoir, à suivre l'exilé et eux, viendrait d'un retour à l'emploi, grâce à la forte croissance observée dans sa destination étrangère. Cette croissance économique serait à l'écoute des intelligences bon marché, comme la jolie fille, la voisine de Jean. Au cœur d'un pays nouveau, il faut faire face à une société absorbée par le travail, écrasée par les patrons. Mais la jolie fille retroussa les manches, hantée par un sentiment de culpabilité d'avoir fui devant l'histoire. Déjà, elle redouta les futures retrouvailles avec les siens. Elle foula la cour de son berceau, riche d'argent et d'expérience. Bien sûr, cette richesse n'était que l'interprétation propagée par la rumeur publique. L'orchestre familial l'accueillit en fanfare. Une vive émotion lui serra la gorge. La misère apprécie le tailleur d'une coupe nouvelle, bourgeoise aux yeux des pauvres gens. Les grosses liasses émeuvent les petites gens, surtout les billets de banque imprimés dans une devise étrangère, cotés à la bourse de Paris. Au chapitre 4 de mon cahier à spirale, revoilà Kat. Jean fit des pieds et des mains pour qu'elle abandonne ses chichis, en vain. Perdu, il lorgna une issue de secours, efficace et de rechange. En effet, d'autres concurrentes pourraient supplanter mademoiselle Kat. Jean les accueillerait à bras ouverts. Ce serait une façon bien connue pour confirmer le vieil adage. Une de perdue, 1000 ou 10 000 de trouvées. Entre Jean et ses joies, sur la toile numérique, de la lecture s'était immiscée. Lecture offerte par Kenza. Il s'agit d'un hommage à l'école algérienne. En italique. Comment le chroniqueur de la matinale choisissait-il ses mots? Comment élaborait-il son programme musical? Une certitude, pour être prêt
Devant son micro à 6h30, il devait se lever tôt. À cette idée qu'il se lève vers 5h du matin, je me sentais entourée. Ainsi donc, je n'étais pas seule à me lever à 5h, au premier chant des coqs de notre basse-cour. Bichou se levait tôt, comme Bibi, moi, votre serviteur. Mes voisins et camarades de collège, eux aussi, se levaient très tôt. En effet, pour arriver à l'heure au collège, nous devions nous lever plus tôt que prévu. Nous devions nous lever aux aurores. Nous nous donnions une certaine avance de sécurité nécessaire pour rallier dans les temps notre collège. Une distance d'environ 5 kilomètres séparait ce dernier et mon quartier. De mon quartier. La ville de Somme-Ruisseau accueillait le collège. Une ville densément peuplée, comme la Kabylie rapportée à la surface de l'Algérie et sa maigre population. Dans mon cas, j'avais sillonné cet espace géographique sans cesse, chaque matin à l'aller, chaque soir au retour. Pour être plus précis, je l'ai parcouru pendant 700 jours, calcul fait à la louche. J'estime que chaque année scolaire comptait 175 jours ouvrés, un total de 4 années scolaires. Ce contact avec la nature au quotidien n'était pas le lot de mes camarades. En effet, ils partageaient mon infortune uniquement les jours de début septembre et l'été qui se prolongeait, et ceux d'avril et mai. En hiver, ils montaient dans le car communal. À présent, je m'interroge. Quel ange m'avait encouragé pour tenir bon pendant 700 longs jours? Je montais, je descendais, 2 volcans en sommeil dotés de pentes raides. Ces pentes ne faisaient-elles pas reculer les mollets les plus sportifs et dodus? Le comble de ma combativité et de mon insouciance, je les escaladais à vive allure. Je montrais un sprint final et époustouflant, j'imitais Carl Lewis, Noureddin Morselli et Assiba Boulmerka, ces 3 grands champions olympiques, mes futures idoles. Me voilà au chapitre 5 du cahier à spirale. Jean notait que, entre Paris et le beau temps, un certain désamour était de mise. En tout cas, Jean ne s'en était jamais plaint. Quand il pleut, une joie l'anime, même si au fond de lui couve une tristesse à pleurer. Un soir, il pleuvait une fine pluie, la fatigue se lisait large sur son visage et les cernes de ses yeux. Il pleuvait, la joie gagnait Jean, l'optimiste habituel, devant Kat, sa raison de vivre. Cette joie se prolongerait avec son dîner en compagnie de Kat, qui dormirait chez lui après 3 mois d'insistance du garçon. Mais à peine le dîner expédié, elle dit retourner chez elle, car son mari, Raphaël, voulait qu'elle le rejoigne. Elle lui avait dit être prise par une urgence, chez ses parents malades. Son mari se proposait de la chercher avant minuit. Jean la laissa partir, ça tombait bien. Il continuerait sa lecture du moment où le narrateur rend hommage à l'école de Jean. L'auteur, Sid. On dirait un personnage de Mark Twain dans Tom Sawyer. Lisons donc Leur école primaire de Sid, ou le frère de Kenza, qui offrit ce livre à Jean, à l'occasion des 34 printemps de Jean, fêtés une semaine après l'arrivée de l'Algéroise au clos du Prince. Guillemets. Durant ces jeunes 6 années, un rêve me hantait, celui de mon admission au collège, et pour cela, il fallait réussir l'examen de 6e. J'avais beau être dans le peloton de tête des bons élèves, une peur me serrait le ventre. Oui, des exemples bien vivants avertissaient. L'examen de 6e pouvait être réussi par le plus mauvais des élèves, comme il pouvait être raté par un excellent élève. Alors
Ma première tante tentait de me soulager de ce poids mental. Elle me conseilla de réviser les cours du jour durant la nuit même. Selon elle, je devais me consacrer aux jeux tous les après-midi du lundi et du jeudi, ainsi que le vendredi du congé hebdomadaire et lors des vacances. Pour ma première tante, la réussite scolaire allait de pair avec l'agréable. Était-ce utile ? Était-ce utile, l'école ? Chapitre 2. Dans le chapitre 6 du cahier à spirale, Jean, dans le train traversant le pont de Nogent, venait de lire la manchette des journaux gratuits. Les chevaux des réformes dures étaient lâchés. Le conseiller du maire fit voter une loi qui rallongeait la durée des vacances de 6 semaines. À ses yeux, cette mesure raccourcirait le temps d'inactivité des chômeurs. Surtout, elle dégagerait du temps libre aux parents. Ils s'occuperaient de leurs enfants et des besoins primaires, les tâches ménagères et la réalisation personnelle. De son côté, Jean craignait de voir cette réforme ne pas aboutir. Dans ses prédispositions interrogatives, il se préparait à passer une année supérieure. Il incrémenterait son âge biologique d'une unité. Tout cela en confondant le rêve et la réalité. Songeur, il méditait dès l'aube. Un sourire frêle se dessinait chez lui. Il éclatait incontrôlable. Un son joyeux s'ensuivait. Il fredonnait une poésie. Après avoir tiré la langue, il chantait plus fort. Une eau froide le stimulait. Pétillant des yeux, il pensait à Kat, dès les aurores. Le chapitre 7 du cahier à spirale relata avec joie la réalisation de l'avant-centre. Elle survenait à la suite d'une passe lumineuse du meneur de jeu, le numéro 10, Zizou. Enfin, il refit surface sur les terrains. De retour, la coqueluche des paparazzis mit une grande hystérie dans les tribunes des aficionados. Puis Jean souligna sa visite à Beaubourg. Toujours au chapitre 7, après 10 essais, Mona opte pour une jolie annonce sur le répondeur de son téléphone fixe que voici. Bonjour, vous êtes sur la messagerie vocale de Mona, je vous répondrai dès que possible. Il est 8 heures du matin chez Mona, mais à Paris et sa banlieue, le domaine spatio-temporel de Jean il est midi. Mona vient de recevoir le 30e courriel de Jean, son récent correspondant sur la toile. Une satisfaction la saisit, suffisante pour entamer sa journée avec plus de joie et d'ondes positives. Leur échange dure depuis une année. Jusque-là, ils ont discuté de tout et de rien. Dès le premier courriel, elle lui a dessiné quelques traits d'elle. Célibataire depuis 3 ans, elle éprouve de la difficulté à séduire, liée à son passé de femme battue, elle demeure elle-même, elle essaie de cerner ses travers. Il s'agit là d'un défi difficile à relever. Soucieuse d'être coquette, elle coiffe ses cheveux courts avec beaucoup de charme. À Montréal, on parle de coupe psycho. Elle sait apprécier les sons mélodieux. Ainsi, elle n'est pas emballée par les nouvelles tendances musicales. Elle les qualifie d'être une cacophonie inaudible. Jean
a tenté de percer les apparences de Mona. D'emblée, elle lui a posé un avertissement. Il ne doit pas la prendre au mot, puisqu'elle est douée dans le parler à double sens. Intuitive, elle sait démasquer les tricheurs. Le pinceau l'aide à nettoyer les éclaboussures du quotidien. Tout ça, Jean vient de l'apprendre dans le dernier mail de Mona. 2 semaines après le vernissage de leur toile, leur correspondance, elle a décroché un emploi partiel dans une chocolaterie durant la période des fêtes. Ce poste lui ouvrira la porte d'une fonction liée à l'orientation professionnelle des adolescents exclus du système scolaire. Le 24 du mois sera son dernier jour dans cette chocolaterie. Jean lui a répondu. Elle est contente de le lire une nouvelle fois. Dès le départ, elle se sent en confiance avec lui. La preuve, elle lui propose d'être son journal intime. La nuit de la première missive du garçon, Mona a connu un sommeil agité, des rêves flous, impossibles à décrire au réveil. Elle a pleuré dans la salle de bain de bon matin. Sûrement, elle a ressenti une sorte de remue-ménage intérieur. Son chat est venu se blottir contre sa maîtresse. Il répond à un appel à la tendresse et la solidarité. Après ce premier signe, le courriel de Jean. Elle a été submergée par le désir de mettre fin à cette léthargie qui est en train de la museler. Bien sûr, la solitude du cœur est lourde à porter. Bien sûr, avant Jean, elle a noué des rencontres, car son cœur ne peut être insensible quand on lui fait la cour. Sans résultat durable, elle ne faisait que papillonner. Jusque-là, cette situation lui a plu. Grâce à ses échanges avec Jean, elle estime que le temps du jeu doit cesser. Elle doit se stabiliser. Bien sûr, cette facette de la vie de Mona est restituée par Jean dans le chapitre 6 de son cahier en spirale, en ma possession. Réalité ou fiction? Dès le premier courriel, Jean lui raconte une anecdote de voisinage. D'habitude, insistant pour le voir avec plaisir, la jolie fille lui a signifié, la veille, son refus de l'accompagner dans sa randonnée dans les Alpes italiennes. Le prétexte, elle voulait rester seule. Le printemps du cinéma avait approché. Jean l'avait invitée pour un moment de détente. Miracle. Elle avait dit oui. Elle dit oui, pour ensemble partager le bonheur de la fille de Keltoum, cette héroïne d'un court-métrage. À la fin de la séance de cinéma, et une fois dans leur immeuble, chacun est rentré dans son chez-soi, ce qui ne déplut pas à Mona. Au chapitre 9 du cahier à spirale de mon voisin, une journée s'achevait. Bonnet sur la tête, Jean quittait son bureau avec Kat. Il marchait sous une pluie fine, pour dire vrai, pas tout à fait fine, la dite pluie. Assez grosses ces gouttes. Il avait pris le métro, ensuite il changerait de train, il prendrait un tram, il sauterait dans un bus pour en fin de trajet longer l'avenue Molière. Puis il arriverait chez lui. Ne devrait-il pas cesser de se lamenter et de clamer son désir, de quitter son emploi actuel? Ne devrait-il pas s'affirmer pour monter dans l'organigramme?
Pourquoi courrait-il des risques inutiles? Ne devrait-il pas ménager Kat? Elle ne griffait ni ne mordait, n'est-ce pas? Jean voulait tout contrôler. Chez Mona, des marches populaires redonnèrent des couleurs à Montréal. Ces courants contestataires exigeaient plus de justice. Pourquoi refusait-on d'augmenter les salaires des travailleuses, des travailleurs? Le leader du syndicat de la métallurgie avait comparé l'employé moderne à de la chair à canon. Après l'une de ces manifs, Mona s'assit en face d'un passager dans le métro. Il ressemblait à une de ses connaissances comme deux gouttes d'eau jusqu'au timbre de la voix. Un calepin sur les genoux, il écrivait. Mona s'arrêta de lire, lui d'écrire. Elle sourit, il sourit. Elle s'apprêtait à se lever, il se leva nonchalant. Elle descendit, il descendit. Curieux de savoir si Mona ne portait pas le même nom que la présentatrice du JT de 20 heures. D'après ce passager étranger, Mona lui ressemblait. Toujours au chapitre 9 du cahier à spirale, Jean a tenté de restituer une époque où il n'allait pas au-devant des autres par calcul. Il ne se focalisait pas sur leur tenue vestimentaire. Il faisait fi du poids financier de leur poche. À présent, il continuait de les accueillir à bras ouverts. Il partageait leurs joies et leurs peines. Eux aussi lui tendaient leurs oreilles, même si Jean leur débitait des propos insignifiants. Mais il n'hésitait pas à le mettre en quarantaine quand sa langue fourchait. Il ne lui donnait jamais une seconde chance pour faire mieux. Isolé, il tentait de peser le pour et le contre, durant une nuit sans sommeil. Le matin, il prenait son petit déjeuner dans un quartier populaire. Là-bas, Bob, un camarade de fac, lui récita les règles d'or susceptibles de l'aider à comprendre les codes sociaux urbains et gagnants. Les yeux écarquillés, Jean apprenait que pour séduire, il lui faudrait prendre l'initiative devant la jante féminine, lui offrir sans cesse des cadeaux divers et variés, voire lui promettre la bague des alliances heureuses. Au chapitre 10 du cahier à spirale, la Kabylie, le pays natal de Jean, alla de mal en pis. D'habitude resplendissant, allait de mal en pis. D'habitude resplendissant, le printemps montrait grise mine. Tout le monde savait ce que signifiait le printemps noir, au cours duquel le ministère de l'Intérieur dénombra des vies volées, des dégâts, un gâchis. Mal formées, les forces de l'ordre avaient confondu leur devoir d'assurer l'ordre républicain avec l'abus de pouvoir. Les vigiles, des interventions brutes, le doigt sur la gâchette, avaient intimidé les délégués du mouvement citoyen. Sans pitié, ils avaient commis des agressions mortelles à la fin. Il faut être dans le bain pour croire la situation critique. Aucun dénouement ne pointait à l'horizon. Les gendarmes aussi étaient pris entre le marteau et l'enclume. Aucune autorité n'était intervenue pour protéger la population livrée seule face aux extrêmes, aux faux délégués, aux espions. Censés assurer la sécurité, certains gendarmes avaient commis des actes odieux. La population les qualifia de services d'insécurité,
Une malédiction frappait. Par là, des soldats de la République pillaient et tuaient sans état d'âme. Par-ci, des pyromanes tiraient les ficelles. Ils mettaient de l'huile sur le feu, ils alimentaient la confusion générale. Ce jeudi-là, le premier jour des émeutes, ressemblait à l'enfer du diable. Tout parut sombre comme sous la queue d'un âne. Pourtant, Alilou se mariait avec une personne de son choix. Mais il devait relever un défi. À 40 ans, il n'avait jamais vu une fille dans son simple appareil. Comment allait-il négocier ses noces? Toujours au chapitre 10, une embellie a été notée par Jean. Le syndicat des sciences cueillit un fruit. Après une lutte acharnée, le maçon-chef lançait la première pierre pour poser la première pierre pour doter la Kabylie d'une fac ultra moderne. Toujours au chapitre 10, Jean rendait visite à Kenza, 1 à 2 fois par semaine. Quand il tardait à lui faire signe, la déception la gagnait. Il se voyait vers 18 heures, une fois prévenu par Jean, via l'interphone de l'immeuble. Kenza lui ouvrait, il montait 2 étages, il poussait la porte entrebâillée, entrait chez elle discrètement. Après 2 bises, il déposait son manteau, son écharpe et son chapeau sur le fauteuil du living room. Cela donnait une impression de rencontre à la fois secrète et solennelle. Kenza préparait son bloc-notes, Jean l'encourageait pour coucher sans pudeur ses passions, ses envies, ses rêves, ses succès, ses déboires et sa face cachée dans sa nudité si sauvage à la base. Elle se laissait guider, elle s'appliquait dans la bonne humeur. Elle s'appliquait comme une élève devant son maître ou sa maîtresse. Pourtant, ce ne fut que le démarrage de leur amitié, à dire vrai. Elle donnait carte blanche au garçon pour la guider, corriger, orienter. Toujours au chapitre 10. Paris repoussa le courant radical. En revanche, en Kabylie, l'autre patrie de Jean et Kenza, les mêmes patrons avaient la main mise sur tout. Les caciques restaient, eux, aux commandes des manettes, indétrônables. En fin de ce chapitre 10, Jean en a dit un peu plus sur sa propre histoire. À le lire entre les lignes, il opta pour son exil faute de mieux. Comme lui, ses semblables en firent autant. Séduit par les nouveaux courants, il répondait à divers chants de sirènes nationales, internationales. Chapitre 3. Au chapitre 11, Jean avait introduit Nagette. Nagette. Il s'agit d'un prénom d'une internaute inscrite sur un forum de la Toile. Son but était de tisser des liens. Elle habitait une ferme chez ses parents, en bord de mer, loin de la mégapole, le fief de son correspondant imaginaire. Loin de la mégapole, le siège de son correspondant imaginaire, qui portait 2 prénoms, Crocro, Victor. Caché sous ces 2 pseudos, il avait vécu pendant 3 ans en Australie. À présent, il renouait avec les commodités de son chez-soi douillet. Internet haut débit, télévision numérique terrestre, chauffage eau chaude dans son appartement. C'est un pur matheux, le compteur de Nagette, titulaire d'une licence de littérature. Certaines histoires avaient mal fini, d'autres s'étaient laissées oublier. La dernière s'étant terminée récemment, Nagette savourait le plaisir d'être libre. En tout cas, elle est la seule correspondante de Victor. Bien sûr, beaucoup d'internautes valent la connexion. Simplement,
Le net est pour certains un défouloir. Un divan de psy est gratuit. Ravi de compter parmi ses relations un passionné des lettres, le fait de découvrir étaler la première de couverture d'un ouvrage de Victor sur une vitrine, dans une vitrine, serait une agréable surprise. Najet le qualifie cependant de modeste, puisqu'il pense que la capacité d'imaginer des personnages structurés relève d'une compétence partagée par tout le monde. Tourner des phrases ne représente guère une partie facile. Pour Najet, voir évoluer un personnage doit être passionnant et troublant. Certains romanciers le reconnaissent, même s'ils le construisent au départ. Il finit par agir de lui-même. Un jour, Najet noircira une page blanche. Une page blanche. Il en sortira peut-être une nouvelle. Pour le moment, elle manque d'imagination, sans évoquer la maîtrise de la langue. Pour encourager Najet à lui écrire davantage, il lui fait parvenir la structure d'une histoire à laquelle il travaille. La première partie lance une scène romantique entre un garçon et une fille, deux étudiants. C'est le préambule. Par le journal de l'étudiant, la seconde partie replonge le lecteur dans la ferveur du garçon pour s'adulciner. Dans la troisième partie, l'étudiante nous guide dans un campus du bel âge, un témoignage de vraie battante. La quatrième partie procède à la lecture des deux journaux. Par des dates précises, elle remet les événements dans leur contexte historique, politique, sociétal, etc. Victor s'est identifié aux phrases de Najet, qui n'est pas surprise. Elle-même s'est reconnue dans les tournures de Yasmina Khadra, récemment récompensée. Oui, cette belle plume restitua dans un style dépouillé les mêmes pensées que Najet aurait mal traduites si elle avait tenté de les coucher noir sur blanc, à chaud ou à froid. Elle se rend compte de la difficulté de piocher parmi les milliers de mots de la langue, si riches, ceux aptes à exprimer au plus près ce que l'auteur veut faire passer au-delà des clichés. Au chapitre 12 de mon cahier à spirale, Jean, à cause des chichis de Kat, perdit beaucoup d'envie. Manger, boire, courir, jouer aux échecs, sourire, se lever du train, quand il arrivait à sa station, travailler, contempler le soleil couchant, faire le beau et plaire aux filles. Le drame. Plus d'envie de rendre visite à ses parents d'une contrée lointaine, se lever tôt, consulter un médecin lorsqu'il était malade, s'amuser alors qu'il s'ennuyait, draguer la caissière qu'il courtisait à midi au restaurant, donner un coup de fil amical à ses camarades, faire signe de vie à sa famille lointaine, sourire aux passantes, compatir à la douleur des autres, accepter la joie du présent, hésitant à parler à Zvi, la sœur du pianiste. Zvi admirait Jean quand il accompagnait son frangin à elle avec sa guitare. En revanche, elle ne s'était pas gênée pour l'embrasser audacieuse sur la joue. Elle le complimenta à la fin d'un concert. Elle trouvait son jeu pas mal. Jean avait rougi.
comme appréhendant le moment du chancellement sentimental. Il perdit, depuis ce beau jour, en revanche, elle ne s'était pas gênée pour l'embrasser, audacieuse, sur la joue. Elle le complimenta à la fin d'un concert. Elle trouvait son jeu pas mal. Jean avait rougi, comme appréhendant le moment du chancellement sentimental. Il perdit, depuis ce beau jour, l'envie de fredonner devant elle les mélodieuses berceuses du folklore de son enfance. Sans envie de travailler et de s'amuser, Jean voyait défiler les semaines comme des mois. Il commençait à se lasser de la routine, décidé de chercher fortune ailleurs. Il ne se souciait pas de la hausse de salaire que son patron lui proposerait lors de l'entretien annuel. Avant ce face-à-face professionnel, il reverrait bientôt son esthéticienne pour un soin du visage, se mettre en valeur et séduire Kat. Le chapitre 13 notait que Jean se rendait à l'adresse de son gagne-pain. Cela faisait une année. À chaque fois, il sautait in extremis dans le train de 6h50, toujours bondé. Jean dénichait à tous les coups une libre banquette de prestige en face de passagères très polies. Pourquoi songeait-il à quitter son poste? Il se rendait compte avoir fait le tour du métier, certain de conclure une bonne affaire en cherchant fortune ailleurs. Au chapitre 14 du cahier à spirale, Jean mit la main sur un chapitre de sa lecture de chevet où le narrateur, devant l'absence frétillante de sa dulcinée, soignait sa migraine de cœur, par le vélo, nourrissant à chaque virage l'espoir d'être accueilli par le sourire gracieux de sa sultane favorite du moment. Et Jean se vit en train de pédaler à côté de Mona. Il se vit même en train de croiser Kat, qui, jalouse, se déciderait à quitter Raphaël, son mari. Elle accepterait d'emménager avec Jean. Celui-ci, à mon avis, aurait gentiment cessé sa liaison virtuelle qui le liait avec Mona du pays glacé, Montréal. Toujours au chapitre 14, Jean taquina Mona. « Si je vous disais, je suis fou de vous !» Il serait reconnaissant à Mona de lui répondre en toute sincérité. Il la remerciait d'avance. Au fond, il la sondait. Il voulait mesurer son degré de tolérance, l'échelle de son ouverture d'esprit. Désarmée, elle lui avoua sa difficulté à le comprendre. « Je ne pourrais concevoir de voir un homme, toi, mon cher Jean, mon cadet, tomber fou amoureux d'une femme lointaine et plus âgée que toi. » Puis elle l'avait mis au courant d'un heureux événement. Un club exposerait ses esquisses. Jean croisait les doigts. Que ce vernissage soit un succès populaire. Accumulant du retard à lui répondre du tac au tac, Jean sut éviter les écueils de Mona. Apparemment, il n'avait rien écrit depuis des jours. Dans ce courriel de reprise, il promit à Mona de lui envoyer ses dernières créations. Il s'agit d'un recueil de contes à lui adresser par tram, comme il lui promit sa pièce radiophonique dans sa version papier. Par tram, comme il lui promit sa pièce radiophonique dans sa version papier. Un disque musical accompagnerait cet envoi postal. Le lendemain, oubliant Mona, son cœur virtuel, il courait dans l'espoir de rencontrer Kat au tournant des virages. Il recherchait son portrait dans les femmes croisées. Parfois il les saluait en retour. Elle lui disait bonjour sans émotion. Alors il les invitait à courir à ses côtés. Elle le priait de continuer son chemin, puisqu'elles préférèrent
leur repli sportif. Elle le priait de continuer son chemin, puisqu'elle préférait leur repli sportif. Pourquoi refusait-elle de courir avec lui? Kenza, sa voisine algérienne, volait à son secours après avoir constaté son ignorance de la psychologie féminine. Elle lui conseilla de cesser de papillonner à gauche, à droite. Elle cligna de l'œil et lui dit « Le bonheur sonne à ta porte, et tu le cherches sur la toile. Tu as la tête dans les étoiles, mon beau, et c'est dommage. » Juste après cet appel du pied de Kenza, Jean reçut un courriel de Mona. Elle le remercia de lui avoir envoyé de jolies mélodies sous forme d'un format musical numérique, car Mona refusait de filer à Jean son adresse postale. Que lui cachait-elle? Ne serait-elle pas une espionne, voire un robot? Affaire à suivre, car il se pourrait que la jolie fille et Kat soient en train de surveiller ses agissements sur la toile digitale. En fin du chapitre 14 du cahier à spirale, un vide s'étant infiltré dans son agenda, Jean préféra ne pas y mêler la fille de Montréal, Mona. Malade, il avait consulté un médecin qui lui avait prescrit des analyses de sang dont les résultats furent satisfaisants. Du reste, le médecin le rassura, comme quoi ce n'était que des troubles psychosomatiques, passagers et bien inoffensifs. En creusant plus, on pourrait dire que la tension au bureau et la menace de Kat eurent raison de son mental. Dans le chapitre 15, Jean restitue son rêve ultime, séduire Kenza l'Algéroise, Kenza ou Kat, ou les deux en même temps, affaire à suivre. Curieusement, il s'ennuie au bureau à cause de Kat qui refuse de donner suite à sa cour. D'un autre côté, le train lui apporte de la joie. Chaque matin et chaque soir, il aborde avec délectation un sujet nouveau comme objet de ses billets. Une joie immense le submerge à chaque point final. Bien sûr, il mettra ses cahiers au format numérique. Un jour, il adaptera le texte premier. Il assemblera le puzzle de billets hétéroclites. Il espère en coudre une intrigue. Jean en est certain, moyennant un élagage incontournable. En revanche, il a peur que son titre actuel, billet de train, ne passe à la trappe. En se relisant un nouveau « La voyante des ondes cosmiques » lui fait un clin d'œil concurrentiel. La voyante d'en face sera ravie de se voir consacrer une première de couverture. En se relisant un nouveau titre, « La voyante des ondes cosmiques » lui fait un clin d'œil concurrentiel. La voyante d'en face sera ravie de se voir consacrer une première de couverture. Jean lui confiera ses récents écrits, il faut voir. Elle le compare à un vrai conteur. « Tu devrais essayer ton art dans une maternelle » lui conseille-t-elle à chacune des lectures publiques de Jean. « Les enfants seraient ravis. Choisis-leur des textes triés sur le volet. » Jean, c'est vrai, sait raconter des histoires. En parallèle, il courtise Kat, qui refuse de coopérer, bien qu'elle ait dit à sa voisine de bureau en open space « Je suis séduite par Jean. J'adore quand il parle avec les mains. » Impatient de séduire Kat, Jean a contacté Bob, qui est venu à sa rescousse. « Mariez-vous »
Elle n'est pas prête à quitter son mari. Pourquoi fricote-t-elle avec toi? Elle dit faire la part des choses. Selon elle, avec la promiscuité de couple va de pair une tranche privée à la proximité de chaque élément du ménage. Sa liaison avec Jean fait figure de vie privée. Ses cavalcades ne regardent pas son mari. Une question. Ce mari, ce Raphaël, existe-t-il réellement? Faudrait engager un détective, lui a suggéré Bob. Chapitre 4. Au chapitre 16 du cahier à spirale, l'attitude timorée, voire méprisante de Kat, désespéra Jean. Pour se donner une bouffée d'oxygène, il concoctait une page chaque matin dans le train. Une page le matin quand il partait au boulot, une page le soir à son retour chez lui au Clos du Prince. Dans la page du 18 septembre 2002, il évoqua tout et son contraire, comme la raison, la folie, le bien, le mal, les principes et la morale. Dans la page du lendemain, il parla de l'informatisation de la société, de la voyante d'en face, sans oublier Kat et Kenza, l'Algéroise, sa récente voisine. Au chapitre 17 du cahier à spirale, Jean songea à fouler le berceau de son enfance. Depuis plus de 10 ans, il n'y avait pas remis les pieds. Comme il avait quitté les lieux muni d'un sursis militaire, il ne pouvait envisager son retour sans risque d'être emprisonné. Titulaire d'un visa touristique, les autorités militaires l'auraient embarqué pour 2 longues années patriotiques. Bien sûr, ces années de service militaire étaient qualifiées par les élus du peuple d'école de la vie. Un gâchis dans les faits. Jean avait 20 ans quand il entama un cursus supérieur coïncidant avec le début d'une décennie sanglante, sous l'œil indifférent d'un monde bien complaisant, dit-on. Dans sa page du 5 octobre 2002, il expliqua les contours de la décennie qui vit les caciques contraindre la jeunesse algérienne à s'exiler, la mort dans l'âme. Au cours de cette décennie, la liberté d'expression avait été malmenée, la cité de gens livrés à tous les excès, une minorité au pouvoir vendait son âme au diable afin de sauvegarder ses intérêts, elle refusait toute alternance. Piégés à l'étranger par des formalités insensées, beaucoup d'Algériens avaient fui le service militaire. Ils mettaient le cap vers des contrées de liberté, soulagés de voir d'autres horizons leur être ouverts. Chez Jean, le drame de l'exil fit déborder le fleuve des larmes. Puis l'ouragan s'atténua, d'autres lois avaient été promulguées pour régulariser un maximum de clandestins militaires. Tous les postulants avaient reçu leur carte précieuse. Cette carte militaire représentait un passeport pour voyager. L'espoir renaissait. Chacun prenait l'avion ou le bateau dans la légalité, sans les bakchiches habituels. Revoir le berceau de l'enfance devenait un rêve réalisable, susceptible de contrer l'exil affronté sans gaieté de cœur. Aussitôt titulaire de ses papiers militaires, Jean partait en Kabylie. Sur place, il effectua le ravalement de la bibliothèque familiale. Son unique interlocuteur était le maçon. En parallèle de la maçonnerie, il nomma une nouvelle bibliothécaire. La précédente alternait congé de maternité et mauvais entretien des manuscrits.
Elle avait même oublié de graver sur les supports modernes les bandes sonores des contes de la tradition orale. Cette année-là, vu le calme revenu enfin en Algérie, les plages grouillaient d'estivants heureux, ils échappaient à la canicule. Après le départ précipité des troupes spéciales, une police de proximité les remplaçait. Le calme de retour mettait sur les rails la saison estivale qui en avait besoin après une décennie de disette touristique. Plus de 2 mois après l'obtention de sa carte, Jean avait dragué une historienne de l'art venue à Paris dans le cadre d'un stage. Jean en fut conquis, mais il n'avait pas entretenu un lien suivi avec elle. À peine avait-il effacé son numéro de téléphone. Il regretta son geste. À ce propos, Kenza le conseilla. « Les garçons doivent nous courtiser pour nous séduire. Nous nous ressemblons toutes. Que nous soyons riches, pauvres, de haute culture, de basse éducation, que nous soyons rurales ou citadines du cœur de la capitale de la mode, un rêve se niche parmi notre multitude d'illusions. Ce rêve, dénicher le pigeon rare, riche et beau. » Jean enclenchait la marche arrière dès qu'il séduisait. Kenza le rappela à l'ordre. « Si tu persistes dans ta rusticité, tu resteras célibataire. » Sa remarque lui donna des frissons. Doté d'une parade efficace, la lecture, il savait lutter contre sa solitude partout, sans oublier les médiathèques de Paris. Voici ce qui injecterait du sang neuf à la génération montante de son village rural. Les bibliothèques. Jean se réjouirait de voir un projet en ce sens inscrit au programme du nouvel exécutif de sa commune natale, Mécla-Lazive. Pour diversifier les sujets et entretenir la flamme de leur correspondance, Jean a parlé à Mona de ses randonnées de fin de semaine. Au cours de ces promenades champêtres, les randonneurs enfourchaient leurs vélos. Les parents et les enfants se suivaient en file indienne. Jean opta pour la course à pied. Au cœur de la cité urbaine, les printemps resplendissants de son adolescence manquaient à Jean. Ça lui manquait, les cimes enneigées d'avril de sa terre natale. Où étaient cachés les après-midi quand sa bande se disputait le ballon sur le teuf du terrain vague de la cité universitaire du campus des possibles? Maintenant la lecture et l'écriture, ainsi que son footing hebdomadaire, lui évitaient l'ennui. Aux yeux de Mona, la lecture et l'écriture nous aident à supporter la vie. Elle s'interrogeait. Est-il fatigant d'ouvrir un bouquin, de tenir un stylo? Récemment, notre mère défraya la chronique. Pour gagner les faveurs de l'opinion publique, il promit d'offrir plus de congés payés en utilisant une méthode expéditive. Il ne voulait rien savoir devant l'agitation suscitée par cette réforme. Pour lui, les mécontents n'auraient qu'à se taire. L'opposition en relevait une simple poudre aux yeux. Devant ce bras de fer, Jean avait rédigé un discours. Un grand discours avait ouvert grand les yeux de Kenza. Avait ouvert grand les yeux Kenza. En quête d'un porte-voix, Jean ferait tout pour s'infiltrer dans l'Assemblée nationale,
il se saisirait du micro devant les députés. Kenza lui recommandait plutôt de se présenter aux élections municipales. Il arrivait à Jean de se calmer. Dès lors, il intériorisait sa révolte. Il n'écrivait plus pendant 4 semaines, puis il renouait avec ses billets. Et il notait le retour du salon de l'agriculture, dite raisonnée, comme il rapportait les propos d'un folliculaire élogieux vis-à-vis de l'agriculture dite raisonnée, comme il rapportait les propos d'un folliculaire élogieux vis-à-vis des discours populistes de tous bords. À la fin du chapitre 18 du cahier à spirale, Jean évoqua les labours, les semailles, les premières pluies, la paire de bœufs à atteler, les 4 saisons, le chant des oiseaux, en train de volter à basse altitude, présageait des premières figues. Ces fruits, ces légumes, produits par les fellahs, les cultivateurs locaux, répondaient aux besoins de la famille kabyle algérienne. Ils étaient cultivés par simple, pur, joyeux plaisir de l'effort. Bien sûr, ce plaisir était quelquefois mêlé à de la peine des corps épuisés. Toujours en fin de ce 18e chapitre, Jean s'était revu de l'autre côté du guichet. Il affrontait les dédales administratifs. Il eut toujours maille à partir avec les dossiers réclamés par l'administration. Celle-ci lui exigeait toujours plus. Aussitôt elle lui rendait la moitié de ce qu'il venait de lui fournir, pourtant, avec une gymnastique épouvantable, elle lui restituait cette moitié sous prétexte que la première pile suffisait. En face de la bureaucratie en train de miner les sociétés centralisées, cette fin de chapitre regretta la jolie corruption. Malheureusement, au lieu de la combattre, le citoyen gave les corrompus de dessous de table. Normalement, chacun se doit d'être responsable avant de prôner les valeurs citoyennes. Jean ne devrait-il pas s'abstenir de glisser son livret de famille dans le guichet intérieur d'une mairie? Pourtant, c'était un jour de grande affluence. Plutôt, ne devrait-il pas attendre son tour, puis, de façon polie, présenter son livret par le guichet normal, après avoir salué l'officier de l'état civil? Mais, comme beaucoup de ses compatriotes, il avait compris depuis longtemps. Pour lui et ses compatriotes, les jours de grande affluence rimaient avec grandes influences et passe-droit. Ils rimaient aussi avec manque de scrupules, après moi le déluge apparemment. Le chapitre 19 mettait à l'honneur Jean et sa première rentrée. Elle datait de plus de 20 ans. Des paroles pressaient les tendres enfants. « Eh, grouillez-vous, dépêchez-vous, vous êtes en retard. »« Oui, papa, oui, maman. Nous sommes en retard et c'est la première rentrée des classes. »« Oui, papa, oui, maman. Hâtons-nous. » Le directeur frappait dans ses mains, il annonçait les 8 heures. À ce moment, Jean franchissait le seuil du portail de l'école. Il portait dans la main un cartable noir, une ardoise, aux contours orangés et 2 bâtons de craie blanche. Il était 8 heures du matin, cela faisait plus de 25 ans. Ses grands-parents l'avaient recommandé au directeur. Ils louaient l'enfant adorable, poli et sage, curieux du traitement futur réservé à leur petit-fils en classe.
et commençait une épopée scolaire joyeuse et réussie. Après 6 ans de primaire, Jean transitait par un collège légendaire, mythique. Ses camarades et lui escaladaient un volcan en sommeil. À la fin de la journée, ils l'escaladaient à vive allure, à qui arriverait le premier à son sommet. Une réserve de glucose les propulsait, ils entreprenaient un sprint dingue, digne des grands athlètes, sur un plan incliné, raide. Sans doute leur force prenait l'origine de leur vecteur, de la bénédiction de la voyante d'en face et du bon Dieu des enfants. Malgré les joies restreintes de Jean de cette époque lointaine désormais, le sourire avait ponctué son quotidien. À présent rien ne lui manquait, si ce n'est l'amorosité ambiante, devant l'horizon. À présent rien ne lui manquait, sauf qu'il n'aimait pas l'amorosité ambiante. Devant l'horizon embué, des rictus se lisaient sur son front. Il est vrai, lire la presse n'était pas sa priorité quand il était bambin. Ce manque d'intérêt pour l'actualité avait favorisé jadis son insouciance, sans nul doute. Ses notes de train évoquèrent l'école et les champions des absences, l'école buissonnière pour ainsi dire. Ses parents le mettaient en garde contre tout manquement à ses classes, malade ou bien en bonne santé. En revanche, certains de ses camarades, rois de l'école buissonnière, avaient forcé l'instituteur, M. Cadaberc, de poser devant leur nom une razzia de croix sur son cahier de la liste des élèves. Chaque matin, il procédait à l'appel. Par cet appel matinal, il marquait les absents et les absences. Une fois, la classe avait ri un bon coup. L'argument des adeptes de l'école buissonnière avait fait sensation. Ce justificatif tentait de couvrir l'absence groupée des petits loups dans une exagération similaire à celle des gens du Midi. Le chapitre 20 de mon cahier à spirale montra Jean assis dans le train du soir en face d'une passagère qui ressemble à Zina. Cette camarade de CM2 admise au collège s'est vue casée par des parents bien de la vieille école, convaincus que va nuire à leur fille un tremplin d'années d'études. Une drôle de façon de se soucier de leur enfant en la déscolarisant pour la marier à 16 ans. À leurs yeux, l'essentiel réside dans la capacité d'écrire des lettres familiales, lire le journal, la notice des médicaments, les modes d'emploi des appareils ménagers, savoir compter jusqu'à 1000 et calculer, faire les additions, les soustractions, les divisions et les multiplications. Telle fut leur vision sur l'instruction basique, tel fut pour eux le but de chauffer un banc d'école. Le sens pratique doit primer, une épouse doit se dévouer à son foyer, son rôle est bien tracé, faire le ménage, nettoyer les tables, cultiver un jardin potager, dresser le métier à tisser, exceller dans l'art culinaire, donner le sein à ses enfants, leur apprendre les berceuses, perpétuer la langue locale. Mariée à l'âge de 16 ans, Zina, la Soleil de Jean, refuse à présent de faire porter le même joug à sa fille qui vient de
s'inscrire à la fac. Des mentalités progressistes sont en vogue. Elles émergent. D'autres temps appellent d'autres mœurs. Après des luttes ardues, les filles sont admises enfin dans les milieux jadis exclusivement masculins, et c'est très bien ainsi. La grève faisait partie des risques et c'est très bien ainsi. La grève faisait partie des risques que Jean encourait, surtout qu'il ne savait pas conduire une voiture. Quand le trafic était perturbé, rejoindre son lieu de travail devenait le parcours du combattant. En parallèle, les luttes syndicales n'étaient pas gagnées d'avance. Les patrons ne payaient pas très bien, bousculés par une concurrence déloyale, ils licenciaient sans état d'âme. Le train de Jean traversait le pont de Nogent. En général, le beau temps se faisait désirer. Un lundi matin, le soleil s'était levé sur ce pont splendide. Le train avançait vers la capitale. Le soleil brillait au grand bonheur des Franciliens. Dans son wagon, Jean alimentait le journal de sa vie qu'il trouvait banal. Au fond de lui, sa vie était plutôt heureuse. Il ne le niait pas sans pour autant le crier sur tous les toits. Ne dit-on pas « Pour vivre heureux, il faut se cacher ». Aussitôt, un flash figea ses années scolaires. Un dialogue avec sa tante, un mois avant l'examen de sixième. Avant l'examen de sixième. Je suis contre. Avant l'examen de sixième. Je suis contre cet examen. L'enfant. Je suis contre cet examen. La loi, c'est la loi. Ce n'est pas juste les examens. On n'y peut rien. Les lois sont faites par des humains. Et alors ? Elles ne sont pas tip-top. Tip-top ? Elles sont perfectibles. La sixième, c'est comme ça. Et si je tombais malade ce jour-là ? Tant pis pour les cas particuliers. Et si j'étais ministre ? Sois déjà un bon élève. J'ai récolté la meilleure note en calcul. Tu auras ta sixième. J'ai peur. De quoi ? De ne pas me réveiller à temps. Je réglerai le temps du réveil. Le temps ou bien le réveil. Les deux, s'il tombait en panne. Je te réveillerai moi-même. Et si tu étais morte ou bien séduite par un gentil prince beau, riche, fort et intelligent, les autres tantes veilleraient. Elles veilleraient en cachette. Chapitre 5. Au chapitre 21 du cahier à spirale, à la suite d'une journée ennuyeuse au bureau, Jean eut le sentiment de n'avoir rien apporté dans son travail, comme si un triste doute le rongeait sur ses compétences. Continuerait-il à bosser chez son employeur, une start-up experte en solutions logicielles de gestion de la garde-robe des mannequins? En tout cas, un jour, il s'en irait, comme il eut le courage de faire son adieu à la maison familiale. Au cours des premiers mois de sa correspondance avec Mona, Jean passait chaque samedi après-midi à s'exercer à sa séance d'art culinaire, à musée. Après un surf de plus de 2 heures sur la toile numérique, il s'endormait tard dans la nuit, non sans avoir répondu à Mona. Dans ses réponses brèves, il lui en promettait des plus longues une prochaine fois. Magie de la nuit, des mots et de sa solitude, qui pourrait être sa perte,
à moins que ce ne soit la source d'un rare bonheur, secret ou lointain. Toujours au chapitre 21, Jean restitua son footing dans les bois, à la recherche de mon destin, comme il disait. Il courait et voudrait croiser Kat, son moteur qui le faisait se lever cette année-là. Quand il courait, il rêvait de courir en petite foulée à ses côtés. Combien il chérissait ce sentier étroit de campagne. Toujours au chapitre 21, Jean rentrait chez lui par le train nocturne. Il ne revit pas Kat de la journée, et il ne reçut pas son sourire, cette source de ses moments d'espoir. Dans ce train, il avait abordé le thème qui remontait à la surface depuis 15 ans, sa quête d'une fée. Ce serait une tâche facile à réaliser s'il se mêlait davantage à la foule, et loin de ces soliloques déversés sur son bloc-notes en train. Avant les chichis de Kat, Jean tentait de la sonder. À deux, ils partageaient le petit déjeuner à la cantine de leur entreprise. Il alla jusqu'à lui proposer un voyage en Bretagne. Kat ouvrit les yeux. « Pourquoi ton adoration du mauvais temps ? De mon côté, je préfère débourser mon argent pour me détendre au soleil. » À la fin du chapitre 21, Jean montra une langue de bois. Allant prendre l'ascenseur, il était pressé de rejoindre son open space. Kat avait retenu la cabine en le voyant franchir Allant prendre l'ascenseur, il était pressé de rejoindre son open space. Kat avait retenu la cabine en le voyant franchir la porte d'entrée du hall. Puis, ils avaient partagé le petit déjeuner, au cours duquel il l'invita à Maurice. Elle le calma. « Tu sais bien que Raphaël ne supportera pas cette incartade. Attendons un peu, c'est promis. Je le quitterai bientôt, il est sombre. Si seulement il parlait avec les mains, comme toi. » Le lendemain, Jean, entouré de poupées ensommeillées, aucune ne daigna lui jeter un regard dans ce train de 8h08. Cela l'avait agacé. Jean voudrait goûter à leur trésor, savourer la succulence du charme. Malgré cette harmonie luxueuse de haute culture, il refusait d'esquisser le moindre sourire, ni à l'une ni à l'autre. C'est normal, puisque seule Kat comptait dans son cœur, surtout qu'elle lui promit de rompre avec Raphaël, son mari. Mona ne serait qu'une amie virtuelle, une sorte de moteur pour l'aider dans l'élaboration de son roman actuel. Tout cela à vérifier avec lui, face à face, quand je lui restituerai son cahier à spirale. Un 11 janvier, le Cercle du Souvenir célébrait le Nouvel An berbère. Le poète légendaire déroula son récital. Kat avait invité Jean, sachant très bien qu'il apprécierait ce récital. À peine reçu l'invitation, il s'était demandé « Quel peut bien être l'apport des traditions à notre époque si moderne ?» Il tentait de mettre le doigt sur un risque, celui de l'enfermement de la Kabylie dans une inutile quête identitaire qui ferait le jeu des courants intégristes de tous bords et de toutes les utopies. Ce 11 janvier, Kat avait invité Jean, le défenseur de la couleur locale et des langues régionales. Cette fois-ci, c'était à son tour de refuser la main tendue par Kat. Au récital de poésie, il préférait les derniers soldes dans l'ancienne monnaie,
il avait un pincement. Il préférait les derniers soldes dans l'ancienne monnaie. Il avait un pincement au cœur de ne plus utiliser le franc français. Cette monnaie allait être supplantée dans 2 mois par la devise fédérale, imprimée à la gloire de l'entente cordiale européenne. Côté climat, il faisait doux. La veille, une pluie fine était au rendez-vous. Censée être le berceau de la tristesse, la pluie avait toujours embaumé le cœur de Jean. Curieusement, elle le propulsait en avant. En retour, les médias et les livres lui servaient un plateau riche. Il s'agit de thèmes variés, susceptibles d'aiguiser son inspiration. Chez lui, tout est prétexte pour écrire. Alors, il écrivait une page chaque matin, et, comme adorant les nombres pairs, une page le soir à son retour du bureau. Il écrivait dans un train joli à photographier quand il traversait le pont en pierre de Nogent. Au milieu du cahier à spirale de Jean, ce dernier mentionna une excursion. En bas de page, il précisa « le plus beau jour de ma vie ». Au cours de cette balade du côté des montagnes surplombant la mer, un garçon tenait la main d'une fille de grande taille, au teint pâle, avec des cheveux